Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Sherry, dernier webinaire de l'année, sur la thématique de la raison d'être que nous allons aborder avec Benjamin Horn et Bernard-Marie Chiquet, que je remercie énormément, et surtout Benjamin qui va faire l'effort de ne pas mourir en live avec nous, puisqu'il est sur un petit Covid en ce moment. Voilà. En préambule, je vais vous laisser vous présenter tout de suite après. En préambule, juste vous dire qu'effectivement, on ne va pas parler de programme ambassadeur spécifiquement ici, même si c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Benjamin, mais on va vraiment parler de raison d'être au sens large, pas juste au sens raison d'être d'un programme ambassadeur, mais vraiment raison d'être pour une entreprise, raison d'être pour un projet. Et on va essayer de l'aborder en deux questions. Le pourquoi, à quoi ça sert, et puis le comment on peut vraiment s'en servir comme moteur. Donc, si tu veux te présenter en deux mots, Benjamin, nous t'écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un peu malade, donc vous voudriez bien m'excuser si jamais je marque des interruptions dans ma prise de parole. Je m'appelle Benjamin Horn. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans cette entreprise qui s'appelle Decathlon, au sein de laquelle j'ai le plaisir depuis un peu plus de 5 ans désormais de l'idée une stratégie qui s'appelle collaborateur ambassadeur, dont l'objectif est très relié à la prise de parole qu'on va avoir, dont l'objectif consiste à embarquer les collaboratrices et les collaborateurs de Decathlon du monde entier dans une fierté sincère, et j'insiste sur ce mot-là, à l'égard des produits que nous concevons et que nous commercialisons. Voilà, j'en dirai pas plus, je pourrais m'étendre, mais je vais économiser mon souffle pour le préserver pour l'essentiel du discours. Merci pour l'invitation. Merci à toi, Benjamin, et n'hésite pas à reprendre ton souffle quand tu veux. Bernard-Marie, si tu veux bien te présenter. Oui, donc Bernard-Marie Chiquet, merci Alexandre de m'avoir invité, ravi d'avoir cet espace avec Benjamin. En deux mots, moi j'ai créé un institut de recherche qui s'appelle l'Institut AGI, dont le but, la finalité, c'est de créer des environnements favorables au développement des personnes et au développement des entreprises, sachant que les entreprises sont pour moi depuis très 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 longtemps des organismes vivants d'une espèce différente de l'espèce humaine. C'est ton petit jardin à toi, pour résumer. Mon grand jardin, j'ai un grand jardin. Hein, pour comparer avec ton fils qui lui fait de la permaculture, toi tu fais de la permaculture en entreprise, en résumé. C'est ça, on a des terrains de jeu différents. Bon, ok. Bon, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, moi, c'est Alexandre Durin, cofondateur d'une société qui s'appelle Sobuzz, éditeur du logiciel qui s'appelle Sherry. Ça, c'était la page de pub. Et maintenant, on va passer aux vraies questions. Alors, petite précision technique. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui nous ont rejoints. Je vous remercie déjà de rentrer en discussion par le chat. Je vous invite vraiment à essayer de poser des questions via le chat. Et même à lever la main. On va, si vous le souhaitez, vous donner la parole et vous inviter vraiment à intervenir avec nous, à monter sur scène avec votre caméra ou pas, comme vous voulez, selon vos conditions techniques. Alors, la première question, on y va. Benjamin, respire bien, elle est pour toi. Pourquoi mettre en place une raison d'être, d'après toi, vue de ta fenêtre, Benjamin? Alors moi, je vais prendre du coup 10 minutes la parole là-dessus parce que je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question de manière le plus exhaustive possible en étant trop court. Et de manière peut-être inattendue, je ne vais pas vous parler en priorité de Decathlon. Je vais faire un petit passage par ce que j'appelle l'industrie bancaire qui m'a beaucoup inspiré dans mes réflexions. Dans cette fameuse industrie bancaire, j'ai appris que grosso modo, en moyenne, 80% des employés de banque avaient ouvert un compte en banque dans un autre établissement que celui dans lequel ils travaillent. Et dans les innombrables raisons qui peuvent justifier ces ouvertures de comptes à droite et à gauche, donc chez des concurrents, on trouve deux raisons principales qui m'ont vraiment interpellé. La première, c'est l'absence de fierté à l'égard de ce que fait mon établissement. Vous savez toutes et tous ce que fait une banque aujourd'hui. Et quand on sait que certaines d'entre elles peuvent continuer à financer des industries fossiles, éventuellement des industries qui fabriquent des armes,
qui contribuent à des choses qui sont de l'ordre du paradis fiscal et qui frôlent avec les limites de l'illégalité. Et j'en passe et des meilleurs, et sans dresser un tableau noir de ce que sont les banques pour nous, qui sont indispensables à notre économie. En tant qu'employés de banque, beaucoup nous remontent que leur confiance et leur fierté à l'égard de ce que fait leur établissement est très limitée. Et une autre raison qui est très intéressante aussi, c'est que l'écosystème informatique qui est bâti autour des employés de banque font qu'ils se sentent privés d'une forme de liberté et d'autonomie, les empêchant d'accéder à telle information, cela peut sembler très, très, très normal. Et en fait, ces deux éléments principaux que je résumerai de la manière suivante: absence de fierté à l'égard de ce que entreprend mon entreprise et absence de fierté à l'égard du management qui est mis en place de mon entreprise, ont pour conséquence de conduire à une espèce de désengagement des collaborateurs. Et finalement, si je devais le résumer comme ça, leur job est alimentaire. Il répondrait à une logique qui est celle d'un contrat entre un individu et une entreprise qui vient profiter de compétences intellectuelles ou physiques, si on sort de la banque, en échange d'une rémunération. Et voilà, c'est ce qui se passe. Mais on en déduit, si on pousse un peu plus loin, qu'une fois que ces collaborateurs ont quitté leur job et leur entreprise, à aucun moment ils se sentent d'une quelconque mission qui pourrait consister à faire la promotion de leur établissement, que ce soit dans une logique de marque employeur ou juste de recommandation pour aller chercher des clients. Le job est alimentaire, je le fais, j'ai quitté ma boîte, et quand je suis au contact de mes proches, de ma famille, de mon univers sportif, je vous ramène à ce que je suis, finalement, je ne me sens pas l'obligation de faire la recommandation ou de parler de mon entreprise. Et je reviens à ça, on arrive à la conclusion que le job est alimentaire et qu'il n'a pas d'autre fonction qu'une fonction alimentaire, même si ça peut paraître un petit peu caricatural. Et là, j'en profite pour raconter une anecdote un peu perso, sans du tout citer la personne et l'établissement concerné, mais j'ai parmi mes proches quelqu'un qui appartient à une grande banque, qui dirige la communication de cette grande banque et qui me confie à titre perso qu'elle a plusieurs comptes en banque et un seul dans l'entreprise qui l'emploie, alors que son job à elle est d'acheter de l'espace médiatique en permanence pour essayer de convaincre des gens au travers de publicités à la télévision, à la radio, en presse, en digital, de venir vers son établissement. Quand elle a l'occasion d'interagir individuellement avec quelqu'un qui lui est proche, elle ne fait rien, elle n'a rien fait en tout cas avec moi pour me convaincre de venir rejoindre son établissement. Et donc, on pourrait, et j'aime être un peu caricatural dans ma manière de présenter les choses pour marquer les esprits, en arriver à la conclusion que même cette personne dont le boulot consiste à draguer, attirer des clients, quand elle a l'occasion de le faire individuellement, elle fait presque l'inverse de ce pourquoi elle est payée. On en arrive à une fois à nouveau à la conclusion que le job est complètement alimentaire. Ok, alors là, vous pourriez me dire, mais finalement, c'est quoi le lien avec ce webinaire? Il est où le lien avec ce qu'on nous a annoncé, qui est la raison d'être? Et là, je vais revenir à Decathlon, parce que j'ai le plaisir de mener au quotidien. Alors, juste pour vous filer quelques chiffres, ça peut paraître intéressant. Decathlon, ça va être un peu plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Quand il y a une quinzaine d'années, c'était 5. C'est une entreprise qui compte 100 000 collaborateurs et qui a une croissance moyenne de 10% depuis une quarantaine d'années. Donc, ce n'est pas rien. Et pour vous confier quelque chose qui paraîtra dans la presse dans les prochains jours, cette année, on va faire grosso modo plus 22% de croissance. Je vous dis ça non pas pour nous balancer des fleurs, c'est juste pour vous partager que c'est une entreprise qui se porte plutôt pas mal. Et la question que je me pose régulièrement, c'est pourquoi l'entreprise pour laquelle je bosse va si bien. Et là, je vous apporte quelques éléments de réponse qui valent ce qu'ils valent et qui sont très en lien justement avec ce webinaire. Et je vais compléter mon information en vous disant que de manière régulière, dans ce classement dont chacune et chacun pensera ce qu'elle voudra, si ce n'est pas Leroy Merlin, c'est Decathlon qui arrive en place du concours qui s'appelle Best Place to Work en France. Et dans d'autres pays où nous sommes présents, c'est une entreprise qui est très appréciée à la fois du point de vue des clients et du point de vue des collaborateurs. Mais pourquoi nos concurrents, qui s'appellent Intersport ou GoSport en France, ou Sport Direct en Angleterre ou Dix aux États-Unis, ne bénéficient pas d'un succès qui pourrait être équivalent au nôtre? Et moi, je pense qu'une des réponses à cette question se trouve précisément dans les racines de notre entreprise,
voire même si je vais un peu plus loin, si j'élargis, et il y a probablement dans l'assistance des gens qui sont issus du nord de la France, qu'on retrouve dans les racines des grands industriels et des investisseurs du nord de la France, qui se résumerait ainsi, c'est une espèce de farouche volonté d'entreprendre en permanence, en se posant systématiquement la question de savoir quelle peut être notre création de valeur sociale, humaine et économique à long terme. Et dans le groupe dont dépend Decathlon, qui est le groupe Mullier que vous connaissez, cette question de notre raison d'être est systématiquement posée. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, au moment où cette entreprise que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Auchan naît, elle a écrit dans ses lignes directrices et comme raison d'être la volonté d'augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers roubaisiens qui n'avaient pas, avec leur faible salaire, de moyens de se nourrir à la hauteur de la rémunération dont ils étaient l'objet. En pleine crise de désindustrialisation du nord de la France. Exactement. Le roi Merlin, c'était l'idée d'essayer de créer un habitat pour tous. Et chez Decathlon, alors le sens a un peu évolué, mais on va le résumer comme ça. Aujourd'hui, c'est être utile aux hommes et à la planète en rendant accessible le plaisir et les bienfaits du sport au plus grand nombre. Je vais le résumer comme ça, rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre. Voilà. Et ces phrases, quand on les raconte comme ça, elles peuvent évidemment sembler très… Donc ça, c'est la raison d'être, j'insiste, c'est ça la raison d'être aujourd'hui sur laquelle tu travailles quotidiennement chez Decathlon. Alors moi, je suis un acteur de la diffusion de cette raison d'être, mais en fait, sur 100 000 collaborateurs, on est tous acteurs de ça et je ne me sens pas plus dépositaire de cette action-là que n'importe quelle autre personne, qu'elle puisse bosser en entrepôt ou en magasin. Et ça passe à travers toutes les mailles de l'entreprise. Il y a peut-être dans cette assistance des gens qui bossent chez Decathlon aujourd'hui ou qui ont bossé chez Decathlon et qui pourront confirmer ça. Ces phrases ne sont pas de l'ordre de la posture publicitaire, ce n'est pas un slogan. D'ailleurs, on ne le raconte jamais. Jamais vous avez entendu Decathlon dire « on veut rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre ». En revanche, c'est ce qui a présidé à la naissance de l'entreprise en 1976. C'est l'année à laquelle est né Decathlon. Et c'était une manière d'affirmer une singularité, je vais commencer par ça, sur un marché. Un marché du sport qui était caractérisé par le fait qu'il existait en fait à l'époque des petites échoppes de sport. Vous avez tous et toutes en tête ce à quoi ressemblait un magasin de sport dans la ville dans laquelle vous habitiez. C'était tout petit, c'était des sports de spécialistes, c'était souvent des belles marques, très chères. Voilà. C'était aussi un marché qui était drivé par le monopole de ces grandes marques internationales, quel que soit le marché. Je ne vais pas parler des marques que vous avez toutes en tête qui s'appellent Nike et Adidas, mais sur chaque marché, de l'escalade en passant par le tennis et le ski ou autre chose, il y avait des marques de renom qui imposaient leur manière et qui dictaient les prix du marché. Voilà. Et en fait, en disant que Decathlon avait l'intention de rendre le sport accessible au plus grand nombre, l'idée était de lutter contre ça et aussi d'affirmer aux sportives et sportifs de tout niveau, du débutant jusqu'à l'expert, que le sport n'était pas le monopole, d'une élite sportive en termes de niveau de pratique et d'une élite sociale qui avait les moyens de se payer l'accès au sport. Et avoir écrit durablement que notre volonté, c'est de rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre, c'est aussi une manière d'engager des hommes et des femmes dans un pari qui est finalement assez excitant parce que par définition, une raison d'être, elle est assez inatteignable en fait. Vous écrivez un truc, il n'y a pas de fin en soi. À aucun moment, vous pouvez dire « ça y est, j'ai réussi à rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre ». Et donc, de manière très long-termiste, je reprends mon souffle, pardon, de manière très long-termiste, les collaborateurs ont un projet, une envie, une espèce de dessin. Alors, ça fait un peu sectaire ce que je raconte. Des fois, je me méfie de ma manière de parler, mais on a un cap, on a un sens, et ce sens, il vous aide à vous lever un petit peu tous les matins pour dire « mais pourquoi je bosse aujourd'hui ?» Parce que mon entreprise m'a proposé de participer à une espèce de challenge collectif, qui limite humain, limite social, qui consiste à faire en sorte que le sport puisse être accessible pour absolument tout le monde à travers le monde. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et quand vous avez écrit ça dans les lignes directrices de votre entreprise et que vous savez le faire vivre au quotidien, ça donne aux quelques 300 métiers qui existent chez Decathlon, il y en a peut-être même un peu plus que 300 aujourd'hui, une ligne directrice. Et que vous soyez architecte, ingénieur produit, directeur de magasin, patron d'entrepôt, simple logisticien, j'en sais rien, vous essayez de contribuer à ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, c'est la manière dont vous arrivez à le décliner dans votre métier. Je vais vous prendre un exemple très bête.
De prime abord, vous allez, je le pense, résumer la notion d'accessibilité à une question de prix. Et évidemment, une manière de rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre, c'est d'avoir des prix qui soient moins chers que la majorité des concurrents. En cela, vous avez parfaitement raison. Mais l'accessibilité telle qu'on la conçoit, nous, elle est beaucoup plus large que cela. Et donc, on va être très concret. Je vais essayer d'éviter d'être théorique, mais très concret. Je suis un architecte en charge de construire un futur magasin. Est-ce que mon magasin va être accessible en termes de transport en commun? Est-ce qu'il est à proximité de métro, de bus? Est-ce que le parking ou de voitures individuelles, est-ce que mon parking est suffisamment large pour que tout le monde puisse s'y mettre? Et une fois que mon client est arrivé sur mon magasin, est-ce que rapidement, il sait identifier le rayon dans lequel se trouve le produit qu'il cherche? Quand il est dans ce rayon, est-ce qu'il arrive à identifier le produit qui correspond, parce qu'il peut être débutant, régulier ou expert en termes de niveau de pratique? Quand il a réussi à trouver ça, est-ce que la façon dont nous lui présentons son produit est tellement claire et simple que ça lui semble accessible? S'il s'agit d'un produit qu'on pourrait être, je sais pas, un vélo elliptique de fitness, est-ce que la manière dont il est raconté est accessible? Est-ce que le mode d'emploi pour monter le produit est accessible? Etc., etc. Et on voit bien qu'en ayant une raison d'être, vous pouvez parvenir à la décliner sur l'intégralité des métiers que comporte votre entreprise et en faire une espèce de défi au quotidien. Et nous, ça va jusqu'à les choses suivantes, c'est que cette raison d'être est présente dans l'intégralité de nos salles de réunion, dans l'intégralité des outils d'animation managériale que nous utilisons et qui prennent la forme suivante. Alors ça commence à répondre à la question suivante. Et ça fait exactement 10 minutes que tu as pris la parole. Et je vais conclure là-dessus. Je me permets de faire mon rôle de gestionnaire du temps. Et je vais conclure là-dessus en disant qu'à partir du moment où cette raison d'être, et merci pour ce rappel, est présente dans l'intégralité des outils managériaux que vous utilisez, nul collaborateur ne peut l'oublier. Et finalement, ça vous drive, ça vous inspire et ça nous permet de parvenir à la conclusion suivante. En ayant donné un sens à votre entreprise ou une raison d'être, vous donnez un sens aux métiers qui la composent et vous donnez un sens aux individus qui exercent ces métiers-là et qui savent pourquoi ils se lèvent. Et du coup, le job n'est probablement plus alimentaire, il a une autre fonction que chacun jugera à sa propre échelle. Super. Bon, je me suis permis d'inviter quelqu'un qui a pris la parole dans les discussions, qui s'appelle Virginie Franc-Jacob, qui s'occupe, c'est ton homologue chez Nexity, Benjamin. Donc, Virginie est en train de se connecter, parce qu'elle avait un petit apport à faire aussi du côté témoignage. Est-ce que tu nous entends, Virginie? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mais si tu veux nous faire un petit apport avant de donner la valeur à Bernard-Marie. Bonjour à tous. Non, effectivement, bonjour Benjamin, enchanté. Je réagissais aux propos sur le Nord et je disais c'est amusant parce que nous, notre président donc chez Nexity, c'est Alain Dinin et qui a effectivement ce même discours et en tout cas, nous, on ressent, enfin les collaborateurs, on est aussi Best Workplace, Great Place to Work. Alors, pourtant, on a des produits qui font moins rêver de chez Decathlon, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, voilà, souvent on présente Nexity comme une flottille d'entrepreneurs et voilà, c'est des gens, enfin, globalement, les collaborateurs sont des gens qui sont très engagés pour leur entreprise et pour ce qu'on fait. Et nous, chez Nexity, ce qu'on dit, c'est vraiment on fait du logement pour tous et on est engagé pour les gens. La raison d'être, c'est la vie ensemble. Moi, j'en parlerai pas bien parce que je suis pas directement votre homologue, c'est notre directrice de la communication, Véronique Ressel, qui en parlerait. Mais voilà, moi, je participe effectivement au plan de déploiement auprès notamment des collaborateurs via Chéri et puis via les réseaux sociaux aussi corporate. Tu n'en es peut-être pas le leader, Virginie, mais tu en es un acteur. Comme disait Benjamin, il y a une équivalence. Acteur très engagé. Il y a une équivalence entre toutes et tous dans cette démarche. Donc, je te remercie vraiment beaucoup de ta prise de parole. Et puis, si tu es OK de rester avec nous, moi, ça me ferait plaisir. Si tu dois partir, tu nous quittes, il n'y a aucun problème. Et là, je voudrais donner la parole à Bernard-Marie, qui va nous apporter un éclairage depuis son potager holacratique et permaculturesque. Ouais, merci Alexandre. Du coup, moi je relis la première question. La première question, et je vais répondre avec ma polarité.
qui est, si j'ai bien noté, pourquoi mettre en place une raison d'être. Oui. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a rien à faire parce que la raison d'être, elle existe. Il n'y a pas besoin de la mettre en place. Et d'ailleurs, dans le groupe Mullier, ils l'ont fait dès le départ, à ma connaissance. Donc, en fait, c'est l'énergie créatrice de l'entreprise. Chaque entreprise, au moment où elle a été créée, et elle n'a pas été créée seule par le fondateur, elle s'appuie sur une énergie créatrice. Ce qui fait d'ailleurs de l'entreprise, ça c'est les résultats de nos travaux. Alors, ce n'est pas prouvable, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui vont dans ce sens-là, et je pense notamment aux travaux de mon ami Peter Koenig avec les principes sources, pour ceux qui connaissent, j'y reviendrai sûrement plus tard. L'entreprise est une personne, est un organisme vivant, tout le monde le dit, mais je vais poursuivre parce que la définition n'est pas suffisante, qui ne fait pas partie de l'espèce humaine. Donc, c'est une autre espèce. On sait bien sur la planète Terre qu'il n'y a pas que des espèces humaines, même si on veut tout centrer sur l'humain, ce qui, à mon avis, est dangereux, paradoxalement. Donc, il y a des animaux, il y a des arbres, etc. Il y a le monde invisible. Il y a beaucoup plus d'espèces dans le monde invisible qu'il n'y en a dans le monde visible. Ben, les entreprises font partie de ces espèces invisibles qui, lorsqu'elle est captée, lorsque certaines énergies sont captées par un fondateur, c'est mon cas, 5 fois, j'ai créé 5 entreprises, donc à chaque fois, sans le savoir au début, maintenant je le sais, j'ai capté une énergie qui était dans le champ quantique, je l'ai fait mienne, je me la suis appropriée, j'ai dit à tout le monde c'est mon idée, alors qu'en fait, pas du tout, mais c'est pas grave, je l'ai fait mienne, et du coup, ça m'a transformé et j'ai entrepris. Et donc, ça a fait de moi un créateur d'entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai porté en fait ces énergies dans le champ quantique invisibles, qui sont les identités, donc la raison d'être de ces entreprises. Elles ont besoin de faire une alliance avec des êtres humains pour s'incarner sur Terre. Et pour moi, c'est important de poser ça parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et qu'après, on raccroche directement avec le discours de Benjamin parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir d'autre obsession au sens connoté quand on travaille dans une entreprise que la raison d'être de l'entreprise qui est donnée par cette énergie. Et souvent, dans les entreprises, par des modes de management conventionnels, c'est vrai que cette énergie, elle est diluée. Ce qui fait que certaines entreprises, d'ailleurs, se réinventent. Je pense à une coopérative dans le monde alimentaire en vous parlant, qui justement avait considéré qu'elle avait perdu son âme. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle avait perdu cette énergie d'origine qui était justement de donner de la nourriture saine en reprenant la main, en permettant à des mères de famille de reprendre la main sur l'alimentaire qui commençait à être dévoyé. C'était en Bretagne, je ne vous fais pas de dessin. Donc, en fait, et avec à force de croissance, cette énergie-là, elle a disparu. Et donc, la question, c'est d'abord, quelle est l'identifier, parce qu'on peut l'oublier avec le temps, ce qui n'est pas le cas du groupe de quel fait partie Benjamin, l'identifier. Et ensuite, notre job, si je me mets, c'est de me mettre au service de cette énergie, que je sois le dirigeant, que je sois n'importe quel métier, dans les 300 métiers de Decathlon, c'est le cas, et ça devrait être le cas avec un peu de bon sens, si on a la connaissance de ça, dans toutes les entreprises. Et puis, bien sûr, aussi, un truc important à dire à ce moment-là, c'est que ce dont on s'est rendu compte dans nos travaux de toutes les entreprises qu'on a pu accompagner, c'est que c'est bien de l'avoir identifié, c'est bien de l'avoir posé, mais c'est bien aussi de la décliner parce que souvent, c'est des choses assez abstraites, même si dans le cas de Decathlon, c'est très concret, je trouve, mais dans certains cas, cette raison d'être, évidemment subtile, généralement, c'est une phrase, quelques mots, ça peut être un caractère un peu abstrait, il est important de la décliner, que les gens se l'approprient et de la décliner par métier, parce que la raison d'être d'entreprise, je pense chez Arcadie, c'est pas la même, elle ne peut pas être vécue et comprise de la même manière si vous êtes comptable, si vous êtes RH, si vous êtes dans la production, si vous êtes au commerce ou à la vente. Donc, il y a ce deux niveaux. C'est un peu comme au foot, chacun a conscience de son rôle et en même temps le sens du jeu. Donc, il y a besoin de cette déclinaison, en tout cas dans la plupart des cas, et il y a surtout besoin de vérifier l'incarnation. J'ai vu, il y avait des questions, comment on fait l'onboarding. Moi, je poserais la question avant l'onboarding, comment on recrute. Et dans les critères de recrutement numéro 1, il y a l'adhésion par rapport à la raison d'être pour toutes ces entreprises qui sont un peu évoluées, qui ont compris ça. Ça veut dire que les autres ne sont pas évolués, il n'y a pas de connotation ou de jugement de valeur de ma part. Mais en tout cas, c'est évident qu'on va recruter des gens qui raisonnent par rapport à la raison d'être, parce que si les collaborateurs n'incarnent pas la raison d'être, qui est porteuse de valeur, la probabilité que l'entreprise elle-même incarne sa raison d'être et la manifeste est voisine de 0, ce qui est assez facile à comprendre. Du coup, ça pose la définition. Moi, je me suis posé la question de la définition de comment on pouvait définir la raison d'être. Je te remercie parce que c'est une question qu'on m'a posée. Des gens qui se sont inscrits qui m'ont dit « mais je veux bien m'inscrire, mais qu'est-ce que c'est une raison d'être ?» Ah, et ben voilà. Moi, je me suis posé la question il y a 10 ans et la réponse qu'on a apportée, et qui est évidemment fausse, prenez pas pour argent comptant, évidemment, ce que je vais raconter, mais qu'on a posé d'ailleurs dans ce truc qui s'appelle l'holacratie, on aurait pu le poser ailleurs, c'est que la raison d'être, c'est le potentiel créateur de valeur. Et là, on retombe sur ce qu'a dit Benjamin. Potentiel créateur de valeur. Et quand je dis valeur, c'est valeur plurielle. Ce n'est pas que économique. J'aime bien la sociale, environnementale, humain, enfin, tous les tableaux, sur tous les compartiments de jeu. Donc, c'est le potentiel créateur de valeur
pluriel, le plus profond que l'organisation, et puis après on verra qu'elle est fractale avec le cercle, le rôle, etc., mais je ne vais pas… que l'organisation, l'entreprise, aspire à être. Donc là, il y a un processus évolutionnaire, hein, et est appelé à exprimer dans le monde, compte tenu principe de réalité, à la fois de toutes les choses dont l'entreprise dispose et en même temps de toutes les contraintes auxquelles elle est soumise. Donc, c'est le potentiel créateur de valeur le plus profond que l'entreprise peut apporter au monde. Et cette définition, ça me faisait rigoler parce qu'on s'est un peu inspiré. C'est quand je me pose la question de quelle est ma raison d'être à moi, j'ai à peu près la même définition. Et donc, on va retomber sur la notion de talent parce qu'évidemment, tout ça, c'est la même chose. Raison d'être, identité, zone de talent. Et c'est vrai que telle entreprise, elle a des talents intrinsèques liés à son énergie créatrice. Et que ne pas la soutenir, ne pas la servir dans le sens de ses talents, c'est évidemment l'amener à moins de performance bien compris au sens de création de valeur plurielle. Et donc, voilà, moi, ce que je voulais partager sur ta première question, pourquoi, et peut-être compléter en disant, et en plus, du coup, si on veut aller plus loin, non seulement c'est important de l'incarner, cette raison d'être, mais aussi, c'est important de comprendre qu'il y a un aspect culturel derrière. C'est que ça doit être accompagné d'une culture et probablement d'une structure. Alors, je ne vais pas être tout de suite sur le comment, mais je me suis rendu compte, nos travaux nous amènent à identifier une entreprise comme un écosystème et que finalement, chacun dans ses activités a des petites entreprises au sein de cet écosystème. Et donc, la question de la création de valeur et donc de la raison d'être de l'entreprise s'applique à tous les étages de manière fractale pour chacun des individus à partir de son entreprise. Et ce n'est pas anormal puisque qui dit vivant dit fractal. Justement, du coup, si c'est OK pour toi, Virginie, au niveau fractal, de ton côté, la raison d'être de Nexity, comment ça se manifeste et comment tu t'en sers? Alors aujourd'hui, nous, encore une fois, c'est le déploiement de la raison d'être, c'est quelque chose qui est assez récent chez Nexity parce que elle a été définie, dévoilée en début d'année, au début de cette année, c'était au mois de mars. Donc aujourd'hui, elle est, et effectivement, ça rejoint ce que disaient tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Benjamin et Bernard-Marie, le fait que finalement, ce n'est pas nouveau, on n'a pas forcément besoin de la mettre en place, elle est déjà existante, ça correspondait, donc c'est la vie ensemble, et ça correspondait déjà à ce que les gens avaient l'impression de faire au quotidien. Et donc aujourd'hui, elle est incarnée effectivement plutôt par les dirigeants du groupe qui se l'approprient dans leur feuille de route. En fait, depuis quelques mois, mais ça prend un petit peu de temps, même si c'est un peu paradoxal. À la fois, elle est induite et à la fois, en même temps, il faut aujourd'hui qu'elle soit vraiment le curseur un peu de l'ensemble des actions. Donc, le premier travail qui est fait, c'est que les dirigeants l'incarnent et les collaborateurs puissent ensuite se l'approprier dans l'exercice de leur métier au quotidien. Mais voilà, c'est encore un petit peu tôt, je pense, pour dire comment les collaborateurs se sont appropriés. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Benjamin, Bernard-Marie et sur ce que tu viens de dire. Nous, chez Sobuzz, quand on s'est créé il y a 10 ans, notre raison d'être, c'était un moment où les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, explosaient et où tout le monde était… pas tout le monde, où beaucoup d'entreprises étaient à la course aux fans. On veut des fans, on veut un compteur avec des gros fans, un gros compteur avec plein de fans. C'était il y a 10 ans. Et nous, notre raison d'être, c'était reprendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Arrêter d'être les esclaves des réseaux sociaux. Et puis en 10 ans, je te rejoins Bernard-Marie quand tu parlais de cette coopérative dont nous ne dirons pas le nom, mais dont je crois avoir compris qui c'était, dans le domaine du bio, je pense, alimentaire. Voilà, c'est qui on fait nos courses de temps en temps. Mais nous, c'est pareil, en 10 ans, en fait, on est en croissance, on part, on n'est rien, on est 3. On lance un truc qui a une croissance exponentielle. Et en fait, on l'oublie, cette raison d'être. On bosse, on est dedans et on est à fond, quoi. Et quelques années plus tard, et notamment quand on a créé Sherry, on l'a retrouvé, notre raison d'être. On dit, ah, mais oui, c'est vrai. Mais bon sang, c'était ça notre raison. Et en fait, tu as raison, elle est organique, elle est ancrée en nous. On s'est lancé là-dessus. Et donc, je comprends quand Virginie, tu dis
le vivre ensemble est en train de se mettre en place, mais je pense qu'il se mettra en place tout le temps, en fait, en permanence, quoi. Donc voilà. Et ça me permet de faire la transition avec la question suivante et de redonner la parole peut-être à Benjamin, si tu as le souffle, si tu as bien respiré, sur le comment, finalement, une fois qu'on a trouvé ce fameux pourquoi, ça donne du sens, ça donne une direction, etc. C'est une sorte de filtre naturel et organique dans l'entreprise et en même temps une direction. Comment chez vous, c'est vraiment, honnêtement, concrètement, créateur de valeur? Oui, merci. Mais ça me permet de rebondir sur 2-3 propos. C'est vrai qu'avant l'onboarding, la question se pose probablement au moment du recrutement. Et c'est très vrai, c'est la façon dont on présente son entreprise afin d'aller accueillir ou chercher les candidats qui doit déjà être très clair pour qu'il n'y ait pas de bonnes ou de trop bonnes ou surtout de mauvaises surprises au moment du recrutement. C'est-à-dire que moi, je vais vous faire vivre mon expérience personnelle en tant que recruté il y a une vingtaine d'années, mais bon, c'était il y a bien longtemps, mais surtout que recruteur permanent. C'est qu'il n'y a pas une personne à laquelle je présente une offre d'emploi sans lui préciser que la raison d'être de Decathlon, c'est ça, et savoir s'il la partage. Et outre la raison d'être et de savoir s'il partage cette volonté de rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre, savoir s'il partage également nos valeurs. Et ça se fait vraiment au moment de l'entretien de recrutement et très, très, très rapidement. Alors je vais être sur des choses très pragmatiques, mais le domaine du sport est régi par quelques règles auxquelles personne n'échappe, le marketing, le star system, les sports médiatisés. Et très rapidement, vous savez, si vous avez en face de nous quelqu'un qui va être très fan d'un Michael Jordan, d'un Roger Federer, d'une Serena Williams ou quoi que ce soit, qui vit par l'image que le sport lui a envoyée en permanence, c'est-à-dire le haut niveau, les produits techniques, les produits surmarketés, et vous voyez que son moteur est à l'opposé de celui qui anime la machine de votre entreprise. Nous, on est à l'opposé de tout ça. Et très rapidement, ça se sent. Et ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, ça fait une personne qui probablement aura du mal à vivre, à s'aligner sur ce que veut et souhaite notre entreprise qui avance dans ce sens-là. Et donc là, vous le décelez très rapidement si vous avez un petit jeu de questions-réponses et qui est bien conçu pour savoir si cette future candidate ou candidat est aligné, qui vaut le coup de ne pas aller plus loin dans le recrutement. Une fois que vous êtes allez creuser ça et que vous avez eu des réponses positives, la personne, quand vous l'accueillez, dès les premiers jours, vous lui faites vivre cette notion d'accessibilité et vous essayez de la rendre tangible. Vous lui faites expérimenter comment l'entreprise arrive à la faire vivre, que ce soit sur un métier d'informaticien ou de simple vendeur. Et ça, pareil, encore une fois, on ne peut pas faire l'économie à un moment à un autre que de dépasser l'intuition et le rapport oral. Il y a des outils managériaux qui existent là-dedans. Et c'est ce que j'avais commencé à expliquer tout à l'heure. Nous, on a un entretien mensuel de au moins 1 heure ou 2 avec chacun de nos collaborateurs. On a un entretien tous les 6 mois qui s'appelle le point mi-année. On a un entretien de fin d'année qui dure au moins 3 heures avec chaque collaborateur, qui permet en permanence de remettre cette église au milieu du village et de bien nous assurer si oui ou non le collaborateur, et non pas le patron, mais le collaborateur et l'entreprise continuons à être alignés sur cette volonté. Et rapidement, quand vous passez régulièrement ce filtre en face des collaborateurs. Un petit trait pour souligner ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. C'est ton entretien, tu disais, c'est pas savoir si le collaborateur est bien aligné, savoir si le collaborateur et le patron et l'entreprise sont alignés. C'est-à-dire que c'est à la fois miroir dans un sens et miroir dans l'autre sens. Oui, effectivement, et ça, bon, pour vous partager ça, mais c'est presque hors de propos, on laisse à chaque collaborateur le soin de s'exprimer sur ce qu'il ressent de son rapport managérial avec son boss, si on appelle ça encore un boss. Dans une entreprise libérée, ça se discute. Et donc, on vient mesurer si effectivement cette relation tripartite nous permet d'arriver à la conclusion qu'on est aligné sur la raison d'être ou le sens de l'entreprise. Toujours. Et donc, c'est une remise en question permanente. C'est une permanente réflexion sur la manière dont collectivement on vit cette raison d'être, on l'expérimente et surtout, de manière non exprimée et induite, on la fait vivre à ceux qui nous font vivre, c'est-à-dire nos clients. Et nos clients, quand ils viennent dans nos magasins, et ça c'est la conclusion pour ceux qui vendent des produits ou des services parmi vous, ils ont besoin, et ça c'est notre volonté, de ressentir que cette accessibilité est présente à tous les niveaux. Est-ce que le produit est accessible en prix? Est-ce qu'il est malin? Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce que le service après-vente est accessible? Est-ce que nos forces de vente sont accessibles? Est-ce que l'expérience, puisque c'est un mot dont vous êtes tous et toutes familiers, est-ce que l'expérience de la facilité, ils peuvent en témoigner? Et dès qu'on sent qu'il y a un caillou dans la chaussure, un bug, on vient essayer de le régler immédiatement.
Et donc, c'est un job au quotidien. C'est pour ça que je vous dis que c'est un job qui ne se finit jamais, qu'une raison d'être, par définition, elle est inatteignable. C'est quelque chose qui traverse le temps, les métiers et les échelons de l'entreprise. J'aime bien la vision de cette énergie invisible ou force quantique, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui émerge à la création, qui est une espèce de fil conducteur, formalisé ou pas par une raison d'être. Moi, mon job, c'est de développer des programmes ambassadeurs, déployer des programmes ambassadeurs. Et souvent, quand je pose la question, il y a des entreprises qui ne l'ont pas officiellement. Mais dès qu'ils se mettent à causer entre eux, ah bah oui, mais notre raison d'être, en fait, on la connaît, c'est ci ou c'est ça, tu vois. Et effectivement, dans les mots de Bernard Marie tout à l'heure, il y avait un mot que j'aime beaucoup, c'est qu'une raison d'être, elle est évolutionnaire. On peut rajouter un R si on a envie de temps en temps, mais quand on fait une révolution, c'est qu'on a raté nos évolutions. Donc, normalement, la raison d'être évolutionnaire permet, et là tu l'illustres avec tes entretiens, là, avec ce que tu nous disais des entretiens, ça permet autant aux collaborateurs qu'à ses proches, peu importe comment on les appelle, boss, manager, collègues, ses proches, les gens avec qui ils travaillent, et du coup, à l'organisation en elle-même, de grandir en continu, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Et pour dire à quel point, moi, en tout cas, j'ai la croyance que cette raison d'être porte un esprit d'entreprise derrière, sous-tend un esprit d'entreprise. Alors moi, j'ai jamais été dans des boîtes de plus de quelques dizaines de collaborateurs, donc je ne comparerai pas avec ce que vous vivez les uns les autres. Mais ce que j'ai vu chez moi, du coup, de très près, parce que je regarde ça, du coup, avec une loupe, c'est que ça facilite, quand on a cette raison d'être et quand on a cette énergie d'entreprise cohérente, ça facilite énormément le recrutement, mais ça facilite aussi énormément les sorties. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on rentre dans l'entreprise à un moment donné, on est dans cette raison d'être à un moment donné, mais moi, dans ma vie, je peux évoluer, je peux avoir d'autres aspirations au bout d'un an, au bout de 2 ans, parce que je sais pas, je vais me marier, parce que je sais pas, j'ai envie de changer de vie ou j'en sais rien, ou parce que même l'entreprise elle-même, si elle a une raison d'être évolutionnaire, peut partir dans des évolutions qui ne sont plus celles que j'ai. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que du coup, ça permet à des gens de sortir de façon naturelle, sans conflit, et même, je dirais, on a un club alumni chez nous, parce que ça fait 10 ans qu'on existe, on a eu pas mal d'entrées-sorties, et on a un club alumni qui est très, très développé, très soudé, très fédéré, même quand ils ont quitté la boîte. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, Benjamin, ou chez toi, Virginie, mais chez nous, ça se voit parce qu'on n'est pas très nombreux, quoi. Ça se voit aussi. Tu veux rebondir là-dessus, Bernard-Marie, sur le comment mettre en œuvre tout ça? Oui. Ouais, je crois que, encore une fois, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est important d'avoir la raison d'être explicite et plus que la raison d'être explicite, le modèle mental que je vous ai présenté rapidement avec les principes sources et ce niveau invisible et le fait que l'entreprise ait sa propre identité. Et c'est une réalité juridique d'ailleurs, parce que c'est une personne morale, en fait. Et de la même manière qu'on pourrait libérer les entreprises, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est libérer les personnes, développer les personnes et développer les entreprises. Ce sur quoi on travaille, ça passe par au-delà des modèles mentaux, par la capacité, je vais dire 2-3 choses, je me structure en même temps que je vous parle. Ça passe pour moi par la capacité à être à l'écoute de ce qui aspire à être. Le mot évolutionnaire que j'ai utilisé tout à l'heure, on pourrait dire évolutionniste, n'a rien à voir avec évolutif. Le mot évolutionnaire vient de l'évolution et donc du coup, c'est d'admettre que l'entreprise, elle aspire à être par elle-même à condition de savoir écouter. Moi, j'ai développé des processus amusants qui est de dialoguer, et je fais ça dans pas mal d'entreprises, qui est de dialoguer avec les entreprises. Il y a des gens qui murmurent bien aux oreilles des chevaux, et pourquoi on ne pourrait pas murmurer aux oreilles des entreprises? Et ça marche étonnamment bien. Et du coup, c'est ça, c'est la capacité, où que je sois leader d'un rôle, une petite activité, je suis comptable, je suis concepteur de formation, ou bien que je sois manager d'un cercle, d'une équipe, ou bien que je sois dirigeant, la capacité à écouter, faire le vide et à me mettre à l'écoute
de quelque chose qui va m'arriver, que je vais canaliser, ce qui aspire à être pour mon entreprise, ce qui aspire à être pour mon équipe, pour mon cercle, ce qui aspire à être pour mon rôle. Et ça, ce n'est pas gagné parce que on n'est pas habitué à ça. On pense que nos idées sont les nôtres. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le modèle mental que j'ai présenté au début. Parce qu'à partir du moment où tu t'ouvres au fait que tes idées, en fait, elles te viennent d'ailleurs, moi je parle de champ quantique, alors trouvez vos mots, ça change tout. Ça change tout dans cette capacité à écouter et être inspiré. Intuition, on pourrait mettre tous ces mots-là qui sont maintenant assez développés. Mais l'intéressant de se poser la question d'où ça vient. Ça, c'est la première chose. Du coup, c'est un outil de tous les jours. Ça suppose que chaque collaborateur, dans ce processus de responsabilisation qui est quand même maintenant bien lancé, puisse s'autoriser à descendre de vélo pour se regarder pédaler, pour écouter là où veut aller le vélo. Si je peux dire ça de manière un peu vulgaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce qu'on a parlé d'incarnation des valeurs, et donc Benjamin a souligné tous les aspects managériaux qui sont très puissants, et je suis très inspiré par ce que dit Benjamin. Et en même temps, moi, j'ajouterais aussi la nécessité pour nous aider, nous les êtres humains, qui nous mettons au service d'une obsession, d'une raison d'être de l'entreprise, eh bien des nudges, c'est-à-dire des coups de pouce. Et quoi de mieux comme nudge que d'avoir une structure qui le permette. Et donc, évidemment, ça rejoint les travaux, mais je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, on a intérêt à avoir des contenants extrêmement clairs de structure qui structurent ces différents rôles avec, dans la définition même du rôle au niveau fractal, y compris la notion de raison d'être. Et que du coup, si je suis dans mon rôle de conception-formation, à la fois, je suis obsédé en local par la raison d'être de mon entreprise parce que ça me parle. Et je crée de la valeur pour mes clients, et les clients, ils sont internes au groupe ou externes, peu importe, on s'en fiche, c'est toujours la même chose. Les clients, qu'ils soient internes ou externes, c'est juste une question de payroll, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais je change ma façon de voir le travail, qui n'est plus de faire des choses, faire des horaires au bureau. Je crée de la valeur pour des gens, avec des propositions de valeur, et valeur plurielle toujours. Et c'est vrai pour tous les rôles. Et du coup, et en même temps, bien sûr, c'est essentiellement important de syntoniser, de bien adhérer, de bien être approprié la raison d'être de l'ensemble. Je suis à la fois le buteur, et en même temps, j'ai le sens du jeu. Je suis le goal et j'ai le sens du jeu. Voilà, donc ça passe par la structure. Et je fais partie de ceux, je ne sais pas si on est nombreux, qui pensent que la structure crée la culture. Et quand je parle de structure, je parle de structure d'autorité, je parle de structure de pouvoir. Merci Bernard-Marie. Alors, il y a une question de Pierre Vasseur, mais avant d'aller à la question de Pierre, moi, j'ai envie de mettre encore un petit soulignement là. Moi, ce que j'entends, quand je t'écoute, là, quand je vous écoute, Benjamin aussi, c'est finalement se mettre en méta. Quand tu dis descendre du vélo pour se regarder pédaler, d'accord? Moi, ce que je vois, c'est finalement prendre un temps de recul, prendre un temps de méta, de se mettre au-dessus de ce qu'on fait pour réfléchir à ce qu'on fait et se demander, est-ce que je le fais par habitude, juste pour gagner ma croûte, ou est-ce que je le fais en alignement avec mes valeurs, mon quotidien, les valeurs de ma boîte, etc. Moi, c'est un peu ce que j'entends par là. Et du coup, je me souviens d'une discussion, cette fameuse discussion, Bernard-Marie, qu'on a eue dans le TGV quand on a fait connaissance, qui est finalement l'intéressante cohabitation d'une démarche organisationnelle, de raison d'être, de management, etc., et une démarche de développement personnel. Aussi d'accompagner les gens dans cette capacité à vivre dans une société qui a une raison d'être, qui peut être libérée, opale, holacratique, ou tout ce que vous voulez. Parce que moi, ce que j'ai vécu toujours dans ma micro-entreprise, dans mes micro-entreprises, c'est des collaborateurs qui nous disent, mais nous, on veut juste des patrons qui nous disent, tu viens à telle heure, tu fais ça, tu pars à telle heure et tu prends ton chèque à la fin du mois. Et quand on est face à des gens qui disent ça, je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Quand on est face à des gens qui nous demandent ça, ben, je n'ai pas envie de leur manquer de respect, parce que pourquoi pas aussi avoir une relation au travail en mode c'est juste alimentaire, tu vois. Et en même temps, moi, je suis un peu triste avec ça parce que j'aspire à autre chose. Je me demande si vous, ça vous arrive, et je suis sûr que ça vous arrive, autant chez Nexity que chez Decathlon, d'avoir des gens qui disent ouais, j'ai vu un poste, j'ai signé le CDI, c'est bon, je vais pouvoir faire un crédit pour acheter mon appart chez Nexity. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une raison d'être. Aller bosser pour habiter quelque part et faire grandir sa famille. Donc, comment vous dealez, vous, concrètement, dans vos boîtes? Enfin, Benjamin, est-ce que toi, tu as eu à vivre ça chez Decathlon? Je vais avoir une réponse très simple par rapport à ça. C'est que
et ça rejoint une question qui a été posée un peu plus haut, évidemment, la première fonction de nos jobs, elle est à l'origine alimentaire. Ah, voilà. Il faut juste pas nier cette évidence. En revanche, ce qui est Voilà. très intéressant quand on s'intéresse à l'histoire du travail, à l'évolution, et puis il faudrait avoir des discussions qui tourneraient aux politiques et philosophiques, et en ce moment, elles ont lieu. La place du travail dans nos vies est vachement rechallengée. Et occupons-nous 2 secondes de la génération qui est après nous et demandons à cette génération ce qu'elle attend du travail. Et la dimension alimentaire, si elle apparaît, évidemment, d'autres critères font leur apparition aujourd'hui de manière très surprenante. Et moi, ce que j'observe par rapport à ces gens qui pourraient avoir vécu dans d'autres entreprises une expérience purement alimentaire et qui ont ensuite rencontré Decathlon avec cette volonté, qui n'est qu'une volonté et qui ne peut pas toujours s'appeler une vérité, cette volonté d'apporter un peu plus de sens au boulot, c'est qu'ils ont une espèce d'illumination. Pardon pour le mot, parce qu'il est trop fort pour moi. Et très souvent, je vais le dire aussi comme ça, parce que ça, c'est une réalité, les personnes qui décident pour des raisons X ou Y de quitter Decathlon et d'aller dans des petites entreprises, tout petites, ou des PME et tout, souhaitent y revenir en arguant de cet argument. Putain, c'était plus agréable, quitte à être moins bien payé, de bosser chez Decathlon, parce qu'au moins, je savais pourquoi je me levais. Et ce mot-là, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que j'entends, mais hyper régulièrement. Et donc, cette dimension sensorielle, ou presque philosophique qu'on peut apporter à des existences en donnant une autre dimension à notre travail, elle doit être aussi considérée au même titre que la dimension alimentaire. Il ne faut pas la nier, parce qu'elle est en train d'arriver. Et quand vous entendez parler aujourd'hui de ces expérimentations de semaines de 4 jours, de réduction du temps de travail de droite et de gauche, le job, la place du travail dans notre vie, on est en train de la rechallenger, de la reconsidérer. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en mettant un peu plus de sens dans le travail, on parviendra à apporter un peu plus de sens à nos sociétés, en fait, tout simplement. Parce que si l'objectif consiste simplement de se nourrir et d'être porté par un objectif de croissance permanent, bon, je ne sais pas. Je vais m'arrêter là dans ma pensée, mais vous imaginez aussi. On sent qu'il y a comme une limite. On sent qu'il y a comme une limite. Ouais, non, je ne suis absolument pas un partisan de la décroissance. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais de manière évidente, apporter un peu plus de sens à nos boulots est une vertu aujourd'hui du point de vue des collaborateurs. Et je l'entends. Vas-y Virginie, je sens que tu as quelque chose à nous dire. Non, mais c'était pour compléter, effectivement, rebondir sur ce qui a été dit avant aussi. Effectivement, Benjamin le disait, en entretien de recrutement, la première chose qu'il fait, alors moi je ne fais pas du recrutement au quotidien, mais voilà, c'est de présenter la raison d'être et voilà, de voir rapidement si les gens, en tout cas en arrivant, avant d'arriver, sont alignés avec les valeurs effectivement d'entreprise. Donc c'est important et effectivement être toujours aligné avec ça. Et si c'est plus le cas à un moment donné, c'est pour ça, comme tu dis, voilà, parfois les chemins se séparent et ça se passe pas forcément mal. Mais effectivement, c'est important. Je pense qu'il y ait quelque chose qui aille au-delà de l'alimentaire. L'alimentaire, pour moi, c'est quand même le socle. Parce qu'on ne va pas se leurrer, voilà. Après, en plus, nous, on est situé à Paris. Bien sûr que c'est souvent assez challengeant sur les rémunérations et tout, parce qu'il y a un besoin. Et en fait, il faut que les gens soient quand même aient l'impression d'être payés à leur juste valeur. Mais après, il y a aussi une question de valeur et de plaisir aussi, je pense, à travailler ensemble. Et c'est pour ça, moi, ça m'interroge toujours, voilà, les nouveaux modèles. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de télétravail et c'est super et ça permet plus de souplesse, d'avoir des candidats peut-être plus différents des profils qu'on avait habituellement. Pourquoi pas aller chercher des gens qui sont pas près du siège, voilà. Mais pour moi, le plaisir, il est aussi dans le fait de travailler ensemble quand même. Alors là, on est à distance, ça marche, voilà, parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais je pense que voilà, la raison d'être, encore une fois, nous, c'est la vie ensemble et c'est aussi le fait de travailler ensemble. Ça fait partie de ce plaisir qu'on prend aussi au quotidien, au travail, quoi. On fait réaliser que ça fait un moment qu'on n'a pas eu le plaisir de boire un café ensemble. Effectivement. Ouais. On s'habitue, on est tous très résilients, mais c'est vrai que je trouve que voilà, c'est quand même important d'avoir des moments d'échange. Bon, il nous reste 10 minutes. On a quelques questions. Si on peut en traiter une ou deux, ce serait super. Il y a, alors, petite question, et les clients, en fait, je traduis la question de Pierre Vasseur. Est-ce qu'aujourd'hui, les avis clients sont-ils une source d'adaptation du projet Decathlon? Comment faites-vous avec ce nouvel effet avis client? Alors, je voudrais ramener ça
vraiment à la Alors, raison d'être. c'est parfait, Hein? j'ai la réponse. Et Voilà. elle est très pertinente, cette question. On a écrit qu'on voulait rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre. On n'a pas forcément les moyens de le faire avec des grandes marques internationales qui s'appellent Ed, Wilson, Babolat, Salomon, Nike, Adidas, puisque notamment l'accessibilité est très liée au prix. Et donc, on s'est rendu compte qu'une manière de rendre le sport accessible, c'était de le faire avec des produits que nous allions concevoir et vendre nous-mêmes. Aujourd'hui, les produits des marques Decathlon, c'est un secret de Polichinelle, représente 90% du business model de Decathlon. Notre manière de rendre accessible le plaisir du sport au plus grand nombre, c'est de le faire avec des hommes, première asset d'entreprise, notre capital humain, et des produits qui nous sont propres. Deuxième asset d'entreprise, l'asset produit. Et donc, évidemment, tous les retours qu'on peut avoir de sportives et sportifs à l'égard de nos produits viennent challenger ce sens-là, parce que des clients qui en masse pourraient nous dire « Oui, mais cette chaussure, elle n'est pas chère, mais elle me fait mal aux pieds, elle n'est pas belle, bidule, machin. » Elle ne nous permet pas d'aller au bout de notre démarche d'accessibilité. Quelqu'un qui pourrait se détourner de nos produits pour X ou Y raison et qui nous renvoie ce message-là est en train de nous envoyer une forme de cadeau, en tout cas de remarques constructives, pour nous continuer d'être sur ce chemin-là de l'accessibilité du sport au plus grand nombre. Je vais Et donc, souligner un oui, petit truc, c'est que quand tu dis nos sportifs, nos sportives, c'est pas Messi et Yannick Noah. Hein. évidemment, vous l'avez compris. C'est les clients dont tu parlais, Pierre Vasseur, dans ta question. Évidemment. Et donc, tout retour aussi vindicatif ou positif qui nous est adressé nous permettent d'aller un peu plus loin dans cette démarche-là. Et nous, ce que nous avons conduit, en plus, c'est que ces 100 000 collaborateurs que constitue l'entreprise, ils ont rejoint l'entreprise pour la majorité d'entre eux, 90%, ils sont sportifs et sportifs. Et donc, de la même manière, une fois par an, on vient les interroger dans le détail sur ce qu'ils pensent de nos produits et sur les retours, positifs comme négatifs, qu'ils ont à l'égard de nos produits. Des fois, ils ne les ont pas utilisés d'ailleurs, ils ne les connaissent pas. Et donc, on vient compléter ce sentiment d'expérience vécue qui est celle des avis clients avec une expérience perçue par la majorité de nos collaborateurs. On en fait un mix et on en tire une matière incroyable pour faire progresser nos produits. Et en faisant progresser nos produits, on se met un peu plus tous les jours en marche vers notre volonté de rendre accessible le plaisir du sport plus grand. La question était hyper pertinente. Mais il n'arrête pas de poser des questions pertinentes, Monsieur Pierre Vasseur. J'aimerais amener tout le monde sur scène, mais je ne vais pas le faire, pas tout de suite en tout cas, puis on n'a plus assez de temps. Il y a Audrey Artigue qui nous demande des exemples concrets d'actions de sensibilisation, appropriation autour de la raison d'être auprès des collaborateurs qu'on a déjà recrutés. Parce que c'est sûr que enfin, vous avez compris la question. Est-ce que toi, Bernard-Marie, tu as des expériences à nous partager, des trucs là-dessus? Oui, c'est facile. C'est systématiquement toutes les entreprises qu'on a pu accompagner vers… bon, moi, vous l'aurez compris, je suis plutôt centré sur holacratie, transformation d'entreprise avec cet outil-là. Donc, dans le processus et dès le tout début, on va évidemment chercher quelle est la raison d'être du changement et on va aussi travailler avec les dirigeants sur la raison d'être tout court de l'entreprise parce que souvent, elle n'est pas forcément rendue explicite. Elle existait, bien sûr, mais elle n'est pas forcément explicite. Donc, un gros travail de détective passionnant à faire qui n'est pas forcément très long à faire. Il se pose la question après, comment est-ce qu'on embarque les gens qui sont déjà là, les collaborateurs qui sont déjà là, qui peut-être n'en ont jamais entendu parler parce que cette raison d'être n'avait pas été révélée. Du coup, en général, le processus, c'est le suivant. Et je pourrais, Louis, si tu es en ligne, tu pourrais envoyer la vidéo qui est sur YouTube de Mathieu Brunet sur Arcadie. Et la passer, peut-être ça peut être intéressant si c'est concret. Donc, je prends Arcadie comme, et je suis autorisé pour l'autre, je n'étais pas autorisé tout à l'heure. Et Arcadie, donc, c'est une société donc, qui en a fait ce travail sur la raison d'être. Et puis, ce qui était fait intéressant pour le travail de détective, ce n'est pas quelque chose que tu fais Eux, ils ont expérimenté le fait de ne le pas faire en 2 jours, comme on pourrait le faire et imaginer, parce qu'on ne tire pas sur la queue des radis pour les faire pousser plus vite. Et là, dans un processus de détective. Donc, ce n'est pas en time boxing qu'on identifie la raison d'être. Non, non, non. Donc, ils ont pris une autre option, c'est de se familiariser avec le concept. Alors, avec holacratie, c'est facile parce que tu parles raison d'être matin, midi et soir, parce que c'est sur les rôles. Et donc, une fois qu'ils se sont appropriés le concept, au bout de 2-3 mois, ils en ont pondu une de raison d'être. Et du coup, Mathieu, qui est le président, qui est la source de l'entreprise, eh bien, on lui a dit, mais on a travaillé avec lui, comment est-ce qu'on pourrait les identifier et ils ne se sont pas trompés parce que le jour où elle était posée dans un logiciel qui est transparent pour tout le monde, c'était le 13 juillet, je me rappelle, 2017, on était au resto pour fêter ça, eh bien, ils ont eu un nombre le directoire, les membres du directoire ont eu un nombre de textos pour dire « ouais, elle est super ». Donc, c'est vrai que cette raison d'être, elle sonnait juste.
Il n'y en a pas 10 000, ce n'est pas un truc Oui. qu'on construit. C'est ça ou c'est pas ça. Donc là, c'était ça. Et puis derrière, du coup, on a lancé un travail avec eux j'en ai parlé tout à l'heure, de déclinaison par métier, parce que les gens n'ont pas tous les mêmes formes d'intelligence. Et là, la façon dont elle est explicitée, c'est quelque chose, le sens de la responsabilité, l'innovation, blablabla, c'est des mots qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Et donc, on l'a décliné par métier. Mais en parallèle de ça, Donc, attends, je te coupe. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, je fais des gros… Je sais que métier par métier, ils se réunissent, ils se disent, tiens, alors nous, comment on se l'approprie cette raison d'être? Ouais, et ils écrivent, entre guillemets, leur propre raison d'être en non, lien avec la raison d'être, ou comment tu… non. Du coup, j'ai oublié une marche, mais tu m'amènes là. En fait, ce qu'on a demandé, c'est à Mathieu de présenter. C'est pour ça que je vous demande que Louis peut nous envoyer la vidéo. Et donc, il a présenté. On a fait des petits groupes, si tu veux, mélangés d'ailleurs, parce qu'en business oblige, on ne peut pas. Voilà. Et dans ces petits groupes, Mathieu a présenté genre 10-15 minutes la raison d'être. Puis ensuite, on a ouvert un espace. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu pour bien comprendre ce qu'il raconte? C'est là qu'on s'est rendu compte de plein de choses, notamment que tout le monde n'avait pas les mêmes, enfin, on le savait, mais c'était visible que tout le monde n'avait pas les mêmes formes d'intelligence et qu'il y a des façons de dire les choses, de métamorphorer ou pas, etc. Donc, c'était très, très riche. Et puis après, on a demandé à chacun de réagir. Donc, chacun a réagi. Si celui qui n'a pas de réaction dit qu'il n'y a pas de réaction, en général, ils avaient tous une réaction. C'était le processus d'appropriation. Et ensuite, on renvoyait la parole à Mathieu pour qu'il puisse réagir à leur réaction. Et ensuite, seulement, on a fait des métiers, des petits groupes de travail par métier pour qu'à partir de cette première matière, ils commencent à l'incarner et effectivement à la formuler différemment par rapport à leur métier pour que ça fasse sens. Et effectivement, après, c'est venu alimenter leurs équipes respectives. On appelle ça des animations en intelligence collective et non une grand-messe descendante où ton patron vient t'expliquer quelle va être la couleur de tes chaussettes. Oui, effectivement, c'est ce que nous, on appelle dans le jargon la concertation. Voilà, c'est là qu'on se concerte à Sion, en Suisse. Une dernière question hyper rapide. Dans les interviews mensuelles de 6 mois, 12 mois, existe-t-il une grille pour guider l'entretien, auto-évaluation, feedback? Et je rajoute à la question de Pierre, en lien avec la raison d'être. C'est pour toi, Benjamin. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait, est-ce qu'elles sont guidées, les entretiens? Est-ce que c'est free? C'est-à-dire que tu te débrouilles, on te dit, vas-y, débrouille-toi avec tes collègues, fais l'entretien, et raconte-nous ce que tu veux. Ou est-ce qu'il y a un guide, en fait? Non, bien sûr, il y a une trame. Une trame où un certain nombre d'items sont présents, tes motifs de satisfaction, d'insatisfaction, ce que tu viens d'entreprendre, ce que tu veux entreprendre, de quelle aide as-tu besoin. Mais là, on est sur une considération de ressources humaines. Ce n'est pas forcément lié à la question qui nous anime aujourd'hui, mais finalement, au travers de toutes ces questions-là, systématiquement, encore une fois, que vous soyez logisticien ou architecte, en toile de fond, c'est ce qui est présent, parce qu'en haut du document, c'est notre raison d'être. Et c'est répété. Voilà. Je vais rebondir en te disant que dans la multinationale Sobeuse, basée à Marseille, on a amélioré ces questions avec nos collaborateurs. En fait, tu vois ce que je veux dire? On a proposé des grilles, on leur a demandé, est-ce que cette grille, elle est OK pour vous? Est-ce qu'on travaille là-dessus ou est-ce que vous voulez qu'on la modifie? Et ça nous a permis d'être encore plus riche. On a découvert des questions que, en tant que patron, on n'aurait pas imaginé. Voilà. Et là je rajoute et je rebondis sur ce qui vient d'être dit précédemment. Pour nous, la réflexion collaborative et pas… alors, le mot, ça peut être intelligence collective, mais la réflexion collaborative à l'égard de tous les sujets de l'entreprise, c'est une réalité. Il n'y a rien ou très peu de sujets, si ce n'est ce qui touche à des choses un peu confidentielles, délicates, qu'on peut comprendre pour des raisons juridiques ou autres, qui ne soient l'objet d'une collaboration. Même l'écriture de la vision de Decathlon, ce que va être Decathlon dans quelques années, se fait avec l'intégralité des 100 000 collaborateurs. Alors, il nous reste 1 minute 20 secondes. Et j'aimerais finir à l'heure, par respect pour tous ceux qui doivent partir, et ça ne nous empêchera pas de rester après. On arrêtera l'enregistrement, c'est tout. Est-ce qu'il y aurait un mot que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a touché, fait vibrer? Et cette question, je la pose à toutes celles et ceux qui nous écoutent, là, qui sont connectés. Si dans la discussion, il y avait un mot qui vous touche, j'aimerais bien, si vous avez la gentillesse de l'écrire, ce serait super. Et puis du coup, Bernard, Marie ou Virginie ou Benjamin, toi, à la fin de ce webinaire, qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce que tu retiens? C'est tu pour tout le monde? Parce que moi, comme j'ai beaucoup parlé, je vais laisser parler les autres. Allez. Toi, Bernard, Marie, est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de partager?
Tout était inspirant, donc c'est difficile comme question de répondre à ça. Il faut que je mette de l'énergie à pas. Je pense que pour moi, le truc qui me touche le plus, c'est le côté qui transcende l'humain. C'est le côté énergie créatrice, c'est le côté principe source, c'est le côté résonance. Je vois quelqu'un a mis le mot résonance et je ne l'ai pas utilisé, mais c'est dans mon vocabulaire quotidien. C'est une question énergétique et de résonance par rapport à l'énergie, pour faire que les énergies en fait collaborent dans des processus invisibles qui ne sont pas nécessairement des processus d'intelligence collective ou à un autre niveau. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. Virginie, est-ce que tu as envie de partager un mot? À part l'effet surprise, parce que tu n'étais pas prévu et que tu te retrouves avec… Non, mais effectivement, enfin, l'humain le fait de voir que c'est toujours… Enfin, les collaborateurs qui finalement font ce mot de capital humain, moi, qui me parle pas mal, qu'on utilise aussi beaucoup et effectivement qui résonne pas mal chez Decathlon. Moi, je connais en tant que cliente. Voilà. Et c'est vrai que oui, c'est une expérience client. On retrouve complètement dans le magasin là, ce qui vient d'être dit. Donc voilà, ça fait une bonne ligne directrice pour Nexity. Mais voilà, encore une fois, on est sur d'autres… Benjamin, est-ce que toi, tu as un petit mot du coup? J'ai un mot qui pourrait être webinar. Pourquoi? Parce que en fait, le fait d'organiser ces événements, et il y en a d'autres et dans tous les pays, en fait, ça me donne vachement confiance sur la façon dont collectivement on souhaite un petit peu modifier justement la place que le travail a dans nos vies. Et donc le mot que j'ai, c'est espoir et confiance. Merci d'avoir organisé ça. J'aurais pu être de l'autre côté de l'écran et pas forcément intervenir, mais être spectateur, et j'aurais ressenti la même chose. Espoir et confiance. Merci d'avoir créé ça. Moi, j'ai qu'un mot à vous partager. Merci Virginie, ça me fait très plaisir de t'accueillir là. Merci Benjamin, merci Bernard-Marie, merci à toutes celles et ceux qui étaient présents pour vos questions, qui ont donné un peu de la vie et de l'instantanéité à tout ça. On va le publier, on a décidé, si Benjamin et Virginie n'y voient pas d'inconvénient, on a décidé de le publier librement. Voilà, et donc ce sera partagé. On continuera les discussions sur LinkedIn avec grand plaisir. Je vous dis au revoir, je coupe l'enregistrement. Ciao.